Alors, bonjour tout le monde. On va reprendre la formation sur le choix de notre animal partenaire. Donc, euh, le dernier critère qui va faire qu'on va sélectionner un chien ou un autre chien, c'est les possibilités qui sont offertes par le milieu. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'est-ce que le milieu, dans le fond, souhaite qu'on amène, quelle ouverture qu'ils ont, quelle place ils laissent à nos choix, ou vraiment, c'est vraiment une demande qui est quand même stricte avec des critères spécifiques. Donc, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir plusieurs chiens sur place? Est-ce qu'on peut amener deux chiens pour notre intervention? Est-ce qu'on peut amener un chat, un chien, un lapin, par exemple? Ou eux, ils veulent seulement des petits animaux, ou ils veulent seulement des chiens, par exemple. Donc, qu'est-ce que eux demandent? Est-ce qu'ils ont des races prédéfinies ou qui sont bannies? Donc, on pourrait penser ici à des races plus de type le molossoïde, donc tous les gros chiens, avec là, des traits un peu pitbull, rottweiler, bull mastiff, par exemple. Euh, ou encore, est-ce qu'ils veulent seulement des petits chiens comme des chihuahuas, des cockers, des yorkshires, par exemple, ou ils acceptent n'importe quel chien. L'espace du local. L'espace du local va aussi jouer sur combien d'animaux on amène, quel type d'animaux on amène. Si c'est très petit, c'est sûr qu'on en va en amener seulement un pour que tout le monde soit capable d'avoir leur bulle et leur espace personnel. Et bien sûr, l'ouverture d'esprit et l'accueil des différents intervenants. Donc, encore là, eux, est-ce qu'ils sont ouverts à des chiens, par exemple, qui sont en formation? Donc, on peut voir sur la photo ici Ike. Moi, quand les chiens que jamais sont en formation, parce que bien sûr, quand on les a évalués, quand on a travaillé sur notre client avec ce chien-là, quand on a travaillé sur son éducation, bien sûr, là, c'est bien de l'amener, commencer à l'amener tranquillement en intervention pour commencer vraiment à travailler toutes les notions qu'on a appris avec lui en pratique, de commencer à les mettre en vrai, là. Donc, sur le terrain, voir ses compétences, est-ce qu'il est réceptif justement à l'intervention. Donc, moi, je leur mets toujours un petit foulard là, comme ça qui indique justement qu'ils sont en formation. OK? Donc là, les gens sont beaucoup plus compréhensifs s'ils peuvent avoir des petits comportements tannants, comme licher le visage, par exemple, ou avoir envie des fois de mettre ses pattes sur les gens. Donc là, ben, c'est sûr qu'on va pouvoir parler du fait justement qu'ils sont en formation et parler aussi aux gens des comportements à adopter afin de nous aider à éduquer, à entraîner ce petit animal partenaire-là pour la zoothérapie. Ensuite, ben, il peut aussi avoir des contraintes hein, qui sont imposées. Donc, des fois, ils peuvent imposer un gabarit de chien. Ils vont souvent demander des chiens hypoallergènes. Moi, pour ma part, je n'ai pas de chien hypoallergène. Est-ce que les chiens hypoallergènes sont vraiment hypoallergènes? C'est un autre débat. Mais pour ma part, je veux surtout sensibiliser les gens aux mesures de prévention à prendre lors d'allergies. On va en reparler un petit peu plus tard là, dans la session. Mais ça va être davantage la sensibilisation que je vais faire, expliquer moi les précautions que je prends, les précautions que les gens peuvent prendre. Et souvent, en éduquant les gens, en informant les gens, ça va faire que nos animaux vont pouvoir se présenter dans le milieu, même s'ils ne sont pas hypoallergènes. Donc, parfois, il y a une imposition d'un nombre de chiens. Donc, des fois, il y en a qui disent, moi, je veux absolument qu'il y ait deux chiens qui soient présents. Je veux absolument qu'il y ait un chat qui soit présent. Donc, l'imposition d'un nombre de chiens. Ou est-ce qu'il y a aussi la présence d'autres animaux sur place? Donc, c'est sûr que si, par exemple, il y a des chiens sur place et moi, mon chien est réactif aux autres chiens, ça peut créer un problème, OK? En fait, c'est sûr que, par exemple, si on parle dans les résidences, il va y avoir certaines résidences où les gens vont pouvoir avoir des petits chiens et des fois, ils vont avoir des unités aussi pour les gens qui vivent davantage là, de difficultés cognitives. Donc,
C'est sûr qu'en allant dans les unités pour faire la zoothérapie, on est à risque de croiser ces petits chiens-là, par exemple. Donc, on veut pas un chien qui est réactif non plus. Donc là, ça veut dire si mon chien est réactif, ben peut-être que dans ce milieu-là, ça serait pas l'idéal parce que c'est pas le temps de gérer la réactivité de notre chien. Et suite à un épisode de crise émotionnelle de la part de notre chien, il ne sera pas nécessairement non plus apte à faire la zoothérapie par la suite. OK? Donc, vraiment important de s'informer s'il y a des risques que notre chien croise d'autres chiens, croise d'autres animaux, par exemple. Est-ce que c'est un endroit qui peut avoir un chien d'assistance qui va là? Est-ce que c'est un endroit où il y a un employé qui est habitué d'amener son chien? Donc, on pourrait croiser le chien. Donc, très important de s'informer sur la présence des animaux dans le lieu lorsqu'on va faire notre cueillette de données. Maintenant, comment moi je choisis mon partenaire d'intervention? Donc, on a vu un peu là, des notions théoriques de comment choisir son partenaire d'intervention. Pour ma part, euh, là ici, je vous présente là, mes animaux, mais c'est ça. Pour ma part, moi, je vais prendre plusieurs facteurs en considération. Donc, en premier, le berger australien bleu merle, c'est Evie. Le chat, c'est Théo. Le chien noir, c'est la belle Kira. Le chien à ma gauche, qui a un harnais bleu, c'est Ike. Ensuite, le bouvier bernois, c'est Romy. On a le petit Rio, berger australien tricolore. Et le beau Siméon, lapin bélier. Donc, comment moi je choisis qui je vais amener? Il y a plusieurs critères. Bon, là, présentement, le Kira, je l'amène plus, mais c'est depuis cette année, là, depuis septembre, là, qu'elle a officiellement pris sa retraite. Donc, j'ai quand même là, décidé de l'inclure. Là, je suis présentement en train de former un chien là, pour remplacer ma belle Kira. Donc, comment je fais pour choisir mon partenaire d'intervention? C'est sûr que chacun a de grandes forces, OK? Et je vais surtout miser sur ces grandes forces-là. Donc, je sais que, par exemple, Evie, elle, c'est un chien qui est davantage passe-partout. Elle va être aussi bonne avec les enfants, avec les adolescents, avec les personnes âgées. Si c'est un endroit bruyant ou un endroit calme, elle est capable de très bien s'adapter. Théo, lui, c'est un chat qui est qui a relativement une bonne capacité d'adaptation. Par contre, c'est sûr qu'il est dans des environnements bruyants, avec des enfants, ça va davantage le stresser. Donc, lui, l'idéal, c'est de l'amener dans les interventions, soit avec des personnes âgées ou des adultes qui vivent soit des difficultés au niveau de la santé mentale, la gestion du stress, des émotions, mais en favorisant des endroits qui sont tout de même calmes. Je sais par exemple que Ivy, je peux l'amener aussi avec Théo et avec Siméon, le lapin, parce que c'est des animaux que j'ai moi à la maison. Donc, je sais qu'elle n'aura pas de réaction particulière. Par contre, c'est sûr que Ike, le border collie avec le harnais bleu, c'est sûr que lui, je ne l'amènerai pas avec Siméon, étant donné qu'il n'a jamais été en contact avec des lapins. Donc, si éventuellement je voudrais l'amener, je devrais travailler à ce qu'il ait déjà eu des contacts avec des lapins. Ensuite, Kira, elle, c'est quand même aussi un chien qui était plutôt passe-partout avec les enfants, avec les adolescents, avec les adultes. Par contre, elle ne faisait pas plus d'une intervention par semaine d'une durée de 60 minutes. Donc, c'est sûr qu'au niveau du temps, quand je la sélectionnais, ben, c'est sûr que je ne pouvais pas la resélectionner une autre fois dans la semaine. Donc, c'est sûr que ça, c'est un enjeu aussi, hein. Même si Kira aurait été bonne pour faire mes 4 interventions dans la semaine, étant donné que la clientèle était adéquate pour elle, mais ce n'était pas possible. Donc, c'est un enjeu à penser. Ensuite, Ike, lui, le Border Collie, c'est un jeune chien.
il y a 1 an et demi. Donc, c'est sûr que lui, je vais l'amener vraiment avec les adolescents et les adultes, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience en intervention. Donc, je veux qu'il fasse ses premiers pas en intervention avec des clientèles qui sont davantage en mesure de respecter les consignes de sécurité, qui vont être moins susceptibles de crier, de courir ou d'avoir des comportements qui sont très envahissants envers l'animal. Donc, graduellement, j'ai commencé à l'intégrer avec ces clientèles-là. Donc, c'est sûr qu'un border collie de 2 ans, je ne l'amènerai pas en zoothérapie avec des personnes âgées, des personnes qui vivent avec un handicap ou des enfants, parce que c'est un chien qui a de l'énergie, qui peut parfois vouloir mettre ses pattes sur nous pour nous coller, pas nécessairement sauter, mais tu sais, mettre ses pattes puis s'appuyer sur nous. C'est un chien qui veut beaucoup jouer, qui fait des demandes de jeu, donc je vais aussi l'amener dans des interventions qui sont actives ou je sais qu'on va faire plusieurs activités. Comme ça, je sais que ça va répondre à son besoin de bouger et qu'après ça, il va être capable de s'apaiser pendant les périodes de retour avec les participants. Ma belle Romy, elle, Bouvier-Bernois, un peu la même chose que Ike. Elle, elle a 6 ans. Par contre, ça fait seulement 1 an que je l'amène en intervention avec moi. Elle adore les gens. Elle cherche le contact là, avec l'humain plus que tout. Donc, Romy, elle, un peu comme Ike, hein, même si elle est plus vieille, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à donner. Donc, elle peut être parfois excitée. Donc, je vais elle aussi l'amener avec une clientèle adolescente et une clientèle adulte parce que elle peut elle aussi là, avoir envie de sauter ou d'être un peu exubérante quand elle arrive là, dans les, mettons, 20 premières minutes de l'intervention. Donc, elle aussi est encore en formation, mais là, elle a presque fini là, sa formation et elle s'est beaucoup améliorée. Mais c'est ça. C'est de continuer à travailler au niveau de l'autocontrôle et de sa grande joie quand elle voit des gens. Ensuite, il y a mon beau Rio. Donc, mon beau Rio, c'est sûr que lui, je vais le sélectionner dans les interventions individuelles seulement, souvent pour travailler des enjeux de gestion des émotions parce que je trouve ça intéressant. Il y a plein de beaux parallèles à faire avec Rio et les personnes mais, peuvent travailler leurs enjeux de gestion des émotions tout en pratiquant et en aidant Rio à travailler les siens, hein. Donc, ensemble, ben, Rio et le participant s'aident à améliorer leur gestion des émotions. Donc, je vais l'amener seulement dans des rencontres individuelles ou si c'est dans un groupe qui va avoir plusieurs rencontres, environ 10 séances. Donc là, je sais qu'après une ou deux, il pourrait être habitué d'être dans le groupe. Mais sinon, c'est pas un chien que je vais sélectionner pour amener dans des interventions de façon ponctuelle, ni dans des interventions où on doit seulement, où on veut que majoritairement du temps, le chien se fasse caresser ou soit calme ou soit en intervention plus passive parce que lui, il a besoin d'être dans l'action, il a besoin d'avoir de l'attention. Donc, c'est vraiment important de l'amener dans des activités où il va pouvoir jouer, il va pouvoir être en action. Fait que beaucoup avec soit des adolescents ou des adultes. Siméon, beau petit lapin d'amour. Lui, c'est un lapin que je vais amener aussi avec les adultes et les adolescents, les personnes âgées aussi. C'est un lapin qui est pas craintif, qui est très curieux, qui connaît des tours, qui est capable de passer dans un cerceau, de traverser un tunnel, etc. Donc, je vais aussi l'amener beaucoup dans des ateliers pour travailler la communication. Euh, à travers là, des exercices qu'on va faire avec le lapin, ben, on va travailler des notions de communication. Donc, lui, je vais l'amener dans pas mal toutes les interventions, sauf celles avec les enfants ou dans des environnements bruyants, parce que ça pourrait le stresser, hein. Un lapin, c'est une proie beaucoup plus susceptible de vivre du stress, de faire des ralentissements au niveau du transit. Donc, ça peut être très dangereux pour nos petits lapins. Donc, c'est important vraiment de respecter là, le bien-être de notre lapin et d'être dans des endroits où il se sent à l'aise.
Alors voilà. Donc, comment je choisis finalement en fonction de ce que je vous ai mentionné et des contrats de zoothérapie que j'ai, ben, je vais faire un jumelage chien-contrat, chien-contrat. Et comme ça, ben, je vais pouvoir voir est-ce que j'ai de la disponibilité pour prendre d'autres contrats dans la semaine ou non, en fonction de est-ce que finalement mes animaux ont tous travaillé, sont-ils encore disponibles ou sont-ils non disponibles ou aussi selon le contrat. Donc, c'est sûr que je ne pourrai pas faire 5 contrats avec les enfants parce que finalement, maintenant, j'ai seulement Evie euh, qui est, qui est adéquate pour faire des contrats avec les enfants. Donc, c'est sûr que je vais pouvoir en faire seulement 2, par exemple, par semaine. Donc, c'est vraiment tous en fonction de tous ces facteurs-là, des demandes du milieu, de, de la disponibilité des animaux partenaires, des caractéristiques des animaux partenaires, des activités qu'on va faire et tout ce qu'on a mentionné ultérieurement que je vais déterminer quel animal finalement je vais choisir ou non pour faire mon intervention. Et ça, on va en reparler là, ensemble dans une activité de groupe qu'on va faire dans la fin de semaine de cours. Donc, on va pouvoir en reparler tout le monde ensemble. Maintenant, ici, je vais vous présenter la matrice de qualification des partenaires intervenants animaux. Donc, la matrice, en fait, quand on la regarde comme ça, ben, pour ma part, là, je trouve que ça a l'air un petit peu compliqué, mais finalement, quand on se la fait expliquer, je trouve que ça fait beaucoup de sens. C'est un outil qu'on peut utiliser dans nos premières interventions en zoothérapie afin de s'assurer qu'on a les connaissances mais la connaissance adéquate de justement, de nos qualifications en tant qu'équipe pour s'assurer que notre intervention va être le plus juste et la plus adéquate possible et afin de minimiser les risques aussi qui peuvent être associés à notre intervention. OK? Bref, ça peut nous dire, est-ce que je devrais aller là avec mon chien? Est-ce que c'est une intervention qui risque d'être intéressante, d'être le fun et d'être positif pour mon chien ou j'ai plusieurs drapeaux rouges qui me disent je devrais pas y aller, je pense que ça va être l'asile et que finalement je vais me dire en sortant de mon auto, oh non, j'aurais jamais dû aller là, OK? Donc, on veut essayer d'évaluer aussi. Est-ce que finalement je devrais changer mon partenaire animal? Est-ce que je devrais essayer d'impliquer davantage le milieu? Pour m'aider à ce que mon intervention soit plus sécuritaire pour tous. Donc, ça nous permet aussi de nous mettre des petites étoiles à certains endroits pour aller revalider avec le milieu certains aspects afin de s'assurer que notre intervention soit la plus sécuritaire possible. Donc, je vous explique la matrice. En bleu poudre, on a la qualification de l'équipe. Donc, ça, c'est vous et votre animal. On parle de vous et de votre animal. Prédictible ou complexe? Prédictible, est-ce qu'on a un chien d'expérience? Est-ce qu'on a un chien qui a un grand éventail de signaux pour communiquer? Est-ce qu'on a un chien qu'on a amené souvent en intervention et qu'on sait quel type de comportement il risque d'avoir dans quel contexte? Est-ce que c'est un animal, un chien qu'on sait que si il arrive une situation de crise, qu'il va aller lui-même sur son coussin pour se sortir de cette situation-là? Ou plutôt, si c'est complexe, donc, est-ce que c'est un chien qu'on amène depuis peu en intervention? Donc, c'est sûr que si ça fait moins d'1 an que vous amenez votre chien en intervention, c'est plutôt complexe comme qualification. Ensuite, est-ce que c'est un chien qui est adolescent? Est-ce que c'est un chien qui est adulte? Est-ce que c'est un chien qui a atteint la maturité sexuelle? Donc, plus notre chien a une grande maturité, plus ça va être prédictible. Est-ce qu'ensuite c'est complexe parce que c'est un chien que je connais peu, c'est un chien que je viens de rajouter à mes chiens d'intervention? Donc, ici, c'est vraiment au niveau de la connaissance de votre partenaire, du lien que vous avez avec lui et de la
prévisibilité de ses comportements. Ensuite, dans, non pas en bleu, en orange pâle, c'est l'implication du milieu. Donc, est-ce que l'implication du milieu est grande ou est faible? Une implication du milieu qui est grande, c'est est-ce qu'il y a un préposé, par exemple, dans une résidence pour personnes âgées qui est avec vous tout le long de l'intervention? Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y a la personne qui s'occupe des loisirs et un préposé qui est avec vous? Ou si finalement vous êtes seul, sans personne avec vous qui vous appuie puis vous accompagne dans votre intervention. Donc là, on pourrait dire que l'implication du milieu est faible. Si on est dans une école, par exemple, est-ce que l'enseignante est avec nous ou plutôt elle nous laisse avec sa stagiaire? Donc, si l'enseignante est avec nous pour gérer son groupe, on pourrait dire qu'elle est grande. Si elle nous laisse avec la stagiaire, tout dépendant des compétences là, de la stagiaire et de ça fait combien de temps qu'elle est, qu'elle est dans le groupe, on pourrait dire que c'est grand ou faible. Donc, quel comment le milieu s'implique? Est-ce qu'ils vont nous accompagner? Est-ce qu'ils vont nous aider à déplacer notre matériel? Est-ce qu'ils vont nous aider avec nos animaux? Ou ils vont vraiment nous laisser seuls à nous-mêmes à gérer nos animaux et les participants? Donc, ça, c'est le orange. En vert, maintenant, on a la dynamique de l'environnement. OK? Donc, en fait, il y a trois grandes sections au tableau. Les qualifications de l'équipe, l'implication du milieu et la dynamique de l'environnement qui est en vert. L'environnement qui est calme, donc ça va être des interactions qui sont anticipées, on sait comment les gens vont réagir, l'activité est plutôt basse, c'est calme, il n'y a pas beaucoup de distractions, il n'y a pas de poubelles qui traînent, il n'y a pas de petits chiens qui risquent de passer comme ça dans le salon, il y a pas d'invités qui vont arriver par surprise. Et souvent, plus on pose des questions, plus on va être capable de comprendre la dynamique de l'environnement. Est-ce que c'est modéré? Donc, des fois, il peut y avoir des interactions qui sont non anticipées. Donc, dans une résidence, un visiteur qui passe par là, qui arrive, ah, il est donc bien beau le chien, qui se met à lui flatter la tête, puis à vouloir lui donner un bisou. Des activités qui sont modérées. Donc, où on va avoir besoin de, oui, de gestion avec notre chien, de beaucoup observer les interactions avec lui, mais quand même qui vont être gérables là, avec une seule personne, puis qu'on va être capable, dans le fond, de superviser adéquatement chaque participant. Et finalement, les distractions sont modérées. Donc là, il pourrait y avoir des poubelles qui traînent, il pourrait y avoir, par exemple, euh, une personne qui boit un jus, une autre personne qui est en train de manger un petit biscuit, par exemple. Euh, mais rien de trop intense. Dans un milieu qu'on pourrait dire actif, là, il pourrait y avoir plusieurs interactions non anticipées. Donc, des gens qui arrivent vers notre chien sans qu'elle demande la permission, prennent contact avec lui. Des activités hautes, donc là, le chien va être très stimulé, le chien va être constamment en action, le chien va sûrement monter haut en excitation et là, on va avoir besoin de le gérer davantage, de faire plus de gestion, de davantage observer aussi le chien. Et s'il y a beaucoup de distractions. Donc, c'est une activité qui est faite sur l'heure du midi dans un local, dans une école secondaire. Donc là, les jeunes sont excités. Ils jouent à des jeux entre eux pendant qu'ils mangent leur lunch avant que l'intervention commence. Quand l'intervention commence, les jeunes parlent un peu entre eux. Il y en a qui finissent leur lunch. Il y a des boîtes à lunch un peu partout. Donc là, on prépare un endroit actif. Donc, maintenant qu'on connaît les trois sections du tableau, notre objectif avec ce tableau-là, c'est d'aller apposer un X à l'endroit qu'on considère le mieux. Donc, je vous explique. Qualification de l'équipe. Est-ce que c'est prédictible ou complexe? Donc, mettons que je prends par exemple Ivy comme chien. Donc, Ivy, ça me fait plus de 6 ans qu'elle m'accompagne en intervention. Je connais je je suis sûre pas mal des réactions qu'elle pourrait avoir selon
les événements. Elle a toujours des réactions qui sont adéquates. Donc, je pourrais dire que notre équipe est prédictible. Si je vais, par exemple, dans une école, en, dans une école, et là, la professeure elle en profite pour faire des corrections. Donc, durant mon intervention dans la classe, elle est au fond du local, elle fait des corrections. Quand j'arrive dans l'école, je l'appelle. Elle m'indique elle est où sa classe, mais elle n'a pas le temps de venir m'aider, par exemple, parce qu'elle doit surveiller les élèves. Quand finalement, après avoir pris les présences, elle s'assoit au fond de la classe. Et là, même si il y a des élèves, par exemple, qui discutent entre eux ou qui ne lèvent pas leur main avant de parler, mais elle ne fait pas de discipline, par exemple. Donc là, on pourrait parler d'une implication du milieu qui est faible. OK? Et finalement, la dynamique de l'environnement, ben, mon contrat, c'était en fin de journée, un vendredi à 14 heures pour un atelier de prévention des morsures. Et là, finalement, ils ont jumelé deux classes ensemble vu qu'il manquait un enseignant. Les élèves étaient surexcités parce qu'ils avaient mangé des bonbons d'Halloween tout le midi. Et durant toute l'activité, il y a plein de professeurs qui venaient pour flatter le chien parce qu'ils le trouvaient ah donc beau. OK? Donc, donc, je le mettrais implication du milieu grande, je vais implication complexe et dynamique de l'environnement active. La qualification de notre équipe est prédictive et l'environnement est actif. OK? Donc, on mettrait notre X ici. Si je reprends un autre endroit. Par exemple, on est dans un CHSLD et il y a l'intervenante en loisirs qui va nous accompagner tout au long de l'activité, ainsi que des préposés aux bénéficiaires qui vont être sur place pour aider là, les participants. Donc, on pourrait dire que l'implication du milieu est grande. Par contre, je vais être avec un chien que ça fait moins d'un an que j'amène en intervention, un petit chien que je trouve parfait là, pour faire ce type d'intervention-là, qui est très calme, mais je mettrais quand même complexe parce que ça fait moins d'un an que je l'amène en intervention. Et étant donné que c'est dans un CHSLD, que ça fait plusieurs fois que j'y vais, donc les gens connaissent les chiens, savent que faut rester calme en leur présence, qu'on évite de les flatter là, à tout moment quand ils sont en changement là, de lieu d'intervention. Donc, je pourrais mettre ici mon X à implication du milieu grande, qualification de l'équipe complexe et la dynamique de l'environnement est calme. OK? Donc, c'est ici que je viendrai apposer le X. Donc, ça, c'est sûr qu'on ne fait pas ça tout le long de chaque fois qu'on va faire une intervention, tout le long de notre carrière d'intervenant en zoothérapie. On finit par le faire nous-mêmes un peu dans notre tête à chaque fois qu'on va faire une intervention. Mais je vous suggère fortement, là, la première année de vos interventions, en zoothérapie, de le remplir afin de vous aider à offrir euh, la meilleure chance possible à votre intervention et à votre chien de s'épanouir et de réussir. Alors voilà pour la matrice. Si vous avez des questions, on pourra revenir lors de la fin de semaine de cours. Là, je vais enlever mon X. Donc, le profil du partenaire animal, ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le dossier client. Donc, ça, c'est un document que vous allez avoir à remplir qui se veut un document synthèse du cours. Il va y avoir une autre capsule vidéo pour vous en parler. Donc, ici, ben, on va parler de notre chien, c'est qui et tout. Donc, son nom, son espèce, son âge, son niveau de formation. Donc, est-ce qu'il y a des certifications particulières, etc. Ensuite, la description, sa personnalité, son humeur. Donc, est-ce que c'est un petit chien qui est joyeux, qui est curieux, qui est plutôt drôle, qui est plutôt du genre à attirer beaucoup l'attention? Donc, on fait une description de, euh, de qui il est, ce petit chien partenaire-là de zoothérapie. Ensuite, on veut parler de sa santé et si il y a des suivis. Donc, la dernière fois, par exemple, qui a été vu par le vétérinaire, est-ce qu'il y a des problématiques de santé particulières, par exemple, dysplasie?
de la hanche? Est-ce qu'il y a des problématiques au niveau de allergies alimentaires, par exemple? Ensuite, psychologique. Ici, on veut savoir, est-ce qu'il y a des choses au niveau psychologique qui seraient à connaître? Donc, des réactions particulières qu'il pourrait avoir dans certaines situations, par exemple, qui seraient liées à sa santé psychologique. L'envi- L'environnement de vie, donc l'environnement de vie physique. Euh, Où qu'il habite, lui? Est-ce qu'il habite dans une maison avec quatre enfants, deux adultes, etc.? Social. Donc, lui, on veut savoir, est-ce que c'est un chien qui est habitué de voir beaucoup de gens? Est-ce que c'est un chien qui est habitué d'être en contact avec différentes personnes, qui est habitué de recevoir de la visite, etc. Ou c'est plutôt un chien qui a tendance à être seul, qui voit pas beaucoup de gens. La routine. Est-ce qu'il y a des routines spécifiques, ce chien-là? Ben oui, il fait toujours ses besoins, par exemple, à 15 heures. Le midi, il mange tout le temps un petit peu de nourriture. Donc, il pourrait avoir des routines spécifiques à connaître. Est-ce qu'il y a des habiletés, des forces, des intérêts spécifiques? Donc, là, on pourrait écrire, par exemple, que, oh oui, il aime ça faire des tours de fantaisie canine. Il y a des forces en agilité. Lui, il adore rapporter la balle, le ballon, c'est sa vie, par exemple. Motivateur. Qu'est-ce qui le motive, ce chien-là? Donc là, on pourrait dire, est-ce qu'il est motivé par la nourriture? Est-ce qu'il est motivé par les jouets? Est-ce qu'il est davantage motivé par le contact physique avec les gens? Qu'est-ce qui pourrait le motiver à interagir avec nous, à euh, le faire sortir, mettons, de son intérêt pour une odeur pour revenir travailler avec nous? C'est quoi ces plus fréquents signaux de stress et signaux d'apaisement? Donc, par exemple, pour Rio, je sais qu'il va aboyer d'un son aigu, il va halter, il va avoir la queue plus basse, on va voir le blanc de ses yeux, il va avoir des pellicules sur le poil. Donc, c'est quoi ces signaux-là? Pour Ivy, par exemple, je sais que Ivy, ça va être elle va avoir la queue basse, elle va se mettre à tirer sur la laisse pour prendre de la distance et elle va avoir la tête basse, les oreilles vers l'arrière. Elle peut se mettre à beaucoup se licher le nez, bâiller aussi de façon intense. Donc, chaque chien a leur répertoire de signes pour communiquer. À nous de les connaître et de les découvrir en observant notre chien. Ensuite, est-ce qu'il y a des comportements qui sont à proscrire en présence de l'animal? Donc là, ces comportements-là, on se dit non, on ne peut pas faire ça si le chien est là. Donc, par exemple, avec Evie, on peut, si quelqu'un lui souffle dans le visage, bon, je sais qu'idéalement, les gens ne doivent pas souffler dans le visage du chien, mais c'est vraiment à proscrire parce que là, elle a tendance à se mettre à japper en montrant un peu les dents, pas pour mordre, mais elle devient comme fâchée. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Ensuite, est-ce que si les gens se mettent à parler en bébé puis ils se penchent devant le chien, il peut avoir tendance à sauter. Donc ça aussi, ça pourrait être un comportement euh, à proscrire. Bon, je reviens ici. Donc, ici, c'est vraiment dans la section du dossier client, euh, l'endroit qu'on veut parler de notre partenaire animal et on veut essayer le plus possible de le connaître pour être capable justement de faire une évaluation de si c'est le chien adéquat ou non pour notre intervention en médiation animale. Maintenant, on passe aux banques de chiens. Donc, les banques de chiens, mais les avantages, c'est que ça permet d'avoir des chiens qui sont adaptés selon les différents types d'interventions. Donc, comme vous voyez, moi, j'ai davantage des chiens qui sont bons avec les adultes, avec les personnes âgées. Donc là, si je voudrais travailler davantage avec les enfants, ben, ça serait pertinent d'aller chercher des chiens qui ont davantage ces capacités-là. Donc, c'est sûr que ça nous permet de pouvoir avoir un plus grand éventail de contrats différents. Et c'est sûr qu'il y a certains chiens aussi qui sont mieux adaptés à des environnements calmes et d'autres à des endroits dynamiques. Et
par exemple, quand j'amène Rio en intervention et Ivy, la majorité du temps, du temps, les adolescents me disent qu'ils préfèrent Rio. Tandis que moi, je le trouve un peu exubérant, un peu tannant, beaucoup vocal et intense. Donc, mais eux me disent, oh, moi, je préfère vraiment Rio. Donc, vous voyez que dans un milieu qui est plus dynamique, comme avec des adolescents, mais Rio convient davantage parce que eux, les enfants, ben, les adolescents se sentent davantage rejoints avec lui, mais dans un environnement calme comme un hôpital ou une bibliothèque, il ne convient pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'une banque de chiens peut nous permettre d'avoir accès à un éventail plus large de contrats parce qu'on va avoir des chiens qui sont euh, aptes pour différents types d'interventions. Ça optimise aussi l'organisation des interventions. C'est sûr que, par exemple, moi, si j'ai deux interventions à aller faire dans la même journée, mais je ne pourrais pas amener deux fois le même chien. Donc là, ben, on peut amener une fois par exemple, Ivy le matin et en après-midi, je pourrais amener Romy, par exemple. Donc, ça permet d'avoir souvent aussi des journées des fois qui sont plus efficaces, plus de contrats par jour. Ça évite de surcharger les chiens et de s'assurer que le chien ait un temps de repos adéquat parce qu'on veut surtout pas épuiser notre animal, hein. Notre animal, il est précieux, puis sans lui, ben, il n'y en a pas d'intervention en médiation animale. Et plus on va lui permettre des périodes de repos, plus on va espacer le temps entre les séances, mais plus notre chien va avoir envie de nous suivre longtemps en intervention. Et c'est sûr que, par exemple, si un chien est blessé, si j'ai un chien qui se fait arroser par une moufette, si un chien file pas au niveau de la digestion ou autre, ben c'est sûr que ça nous permet d'avoir d'autres chiens qu'on peut utiliser plutôt que de devoir annuler les interventions en médiation animale. Et bon, ben, c'est sûr que ça assure la diversité, la polyvalence des interventions. Donc, un peu comme on le mentionnait tantôt, ben, plus on peut répondre à des demandes différentes, plus ça permet une diversité en termes d'intervention qu'on peut offrir. Par contre, il y a des avantages, mais il y a aussi des désavantages, hein, parce que c'est sûr que oui, on a des assurances avec la Corporation des zoothérapeutes, des assurances responsabilité civile, des assurances dommages si on brise quelque chose, si le chien brise le matériel, là-bas, si le chien brise ou mord un vêtement ou si le chien brise un vêtement ou mord une personne, mais on n'a pas d'assurance pour le chien. Donc, si on est avec un chien qu'on emprunte à quelqu'un et là qu'il se blesse, ben là, qu'est-ce qui arrive? Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses aussi à laquelle il faut penser parce que ça pourrait arriver que l'animal se blesse en intervention. Donc là, ben, c'est sûr que c'est important d'avoir signé des contrats avec les propriétaires de chiens et on va en parler. Comment qu'on fait pour créer une banque de chiens? Donc là, je vous ai mis quelques pistes de réflexion. La première critère, mais ça va être de regarder c'est quoi comme moi que je veux comme critère chez les chiens partenaires que je vais sélectionner. Quel comportement je recherche? Quels critères au niveau de la santé physique et mentale et au niveau de la formation et de l'éducation? Donc, est-ce que je veux un chien qui est plutôt introverti? Est-ce que je veux un chien qui est plutôt extraverti? Est-ce que je veux un chien qui adore aller vers les humains? Est-ce que je veux un chien qui est plutôt calme, qui va observer avant d'y aller? Est-ce que je veux un chien qui est assez petit pour se mettre sur les gens, par exemple? Est-ce que je veux un chien qui est bien éduqué déjà pour avoir seulement à peaufiner ou ça ne me dérange pas de partir avec un chien qui a une éducation plutôt basique et vraiment d'amener ce chien-là à un niveau plus haut d'éducation? Donc déjà, il faut définir quel type de chien on recherche. OK? Ensuite, on va établir un processus de recrutement. Donc, on va rechercher et sélectionner des candidats. Là, c'est sûr faut mettre en place un processus d'évaluation parce que là, on veut avoir davantage d'informations sur les chiens et leurs propriétaires. C'est quoi aussi les disponibilités des propriétaires? S'ils sont jamais disponibles pour que vous veniez emprunter leur chien, est-ce que vous pouvez aller l'emprunter quand ils sont pas là? Avez-vous un lien de confiance suffisant pour ça?
C'est sûr que si vous demandez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, je pense pas qu'il va vous laisser aller chez eux s'il n'est pas là. Ensuite, après avoir sélectionné les chiens, ben là, on va vérifier les bilans vétérinaires annuels. Est-ce qu'ils ont leur vaccin? Est-ce qu'ils ont été vus par un vétérinaire? Ensuite, on va faire une évaluation comportementale où on peut la faire un peu comme, ben, je ne sais pas si vous en avez parlé ou vous allez en parler plus tard, mais vous allez avoir la chance là, de faire une évaluation comportementale de vos chiens là, vers la fin de l'ASC avant le stage. Donc, est-ce que vous refaites ce genre d'évaluation-là vous-même ou vous la faites faire par un éducateur canin? Et ensuite, mais là, on va se créer une base de données où on va faire une fiche d'identité de chaque chien. Donc, ça pourrait être la fiche là, de tantôt du profil du partenaire animal. Sinon, je vais vous montrer un autre type de fiche. Ensuite, on va inscrire c'est quoi ses disponibilités. Donc, combien de fois par semaine on peut le prendre, quel jour de la semaine il est disponible. Et on va mettre tout ce qui est la coordination avec les propriétaires, donc leur numéro de téléphone. Hem, leur numéro de téléphone, à quelle heure, sont disponibles pour les rejoindre? Est-ce qu'ils ont des numéros en cas d'urgence? Est-ce qu'ils laissent leurs clés à tel endroit pour aller reporter le chien si vous êtes pas là, OK? Qu'est-ce qu'on fait s'il arrive quelque chose avec le chien? Donc tout ce qui est information pour coordonner de façon le plus efficace possible l'intervention avec le propriétaire. Donc là, je vais vous partager les documents de la corporation que vous allez avoir aussi dans vos documents sur Moodle. Donc, les voici, les voilà. Alors, le premier, c'est l'entente de prêt entre le propriétaire et l'intervenant en médiation animale. Donc là, le nom, coordonnées, là, les informations générales. Ensuite, ici, euh, des informations là, vraiment qui sont plus au niveau d'un contrat. Et là, ici, on a vraiment des clauses là, que la CZQ a prévues pour protéger l'intervenant en zoothérapie. Euh, donc, ça, vous pourrez le lire. Déclaration et engagement du zoothérapeute, mais là, ça, c'est les devoirs du zoothérapeute. Donc, ça sera à lire aussi. Les limitations de responsabilité, donc ça aussi, ça va être, vous pouvez les lire, mais c'est vraiment dans le fond un contrat qui est fait entre le zoothérapeute, l'intervenant en médiation animale et le propriétaire du chien afin de s'assurer que ce soit le plus conforme possible et que tout ait été discuté avant de débuter l'intervention si jamais arrive une situation avec l'animal pendant l'intervention. OK? Donc, on est mieux en parler avant qu'après qu'une situation se soit passée. Ensuite, la fiche descriptive de l'animal. Moi, ça, c'est ce que je voulais le plus vous montrer. Mais c'est très important, le contrat là, à lire là, si vous voulez éventuellement avoir une banque de chiens. Ça se retrouve aussi là, sur la site de la Corporation des zoothérapeutes dans l'espace membre. Donc, ici, on veut faire vraiment une fiche descriptive de l'animal. OK? Donc, sa race, son origine, éducation. Est-ce que c'est un chien d'obéissance, freestyle, agilité? Quel type d'alimentation aussi, hein? Les mettre crus, mais vous voyez, ça dit aussi que c'est pas autorisé ou peu. Non, finalement, je crois que c'était. Il y avait comme un débat, mais que c'était peu.
Laisser à la discrétion, là, je crois. Bon, en tout cas, peu importe là, pour le cru. Ensuite, on veut les informations sur le vétérinaire de l'animal. Très important, OK? De savoir c'est qui le vétérinaire de l'animal. Parce que nous, on veut être sûr que les bilans de santé soient valides, que les informations soient conformes. Ensuite, détails sur l'animal. Est-ce qu'il y a une sensibilité physique particulière? Est-ce qu'il y a des peurs particulières? Mettons, le chien a peur des personnes avec des chapeaux ou si les personnes ont des dossards ou des masques. Donc, très important, savoir s'ils ont des peurs particulières. Comme Ivy, je sais qu'elle a vraiment peur des orages. Donc, c'est sûr que si c'est une intervention qu'on peut entendre l'orage de l'intérieur, ben là, elle va avoir peur puis elle sera pas à l'aise. Ensuite, on veut savoir si l'animal a tendance à manger des objets qui sont non alimentaires. Donc là, est-ce qu'il pourrait ingérer quelque chose de dangereux? Très important parce que ça va avoir un lien dans notre gestion du risque lors de notre intervention. On veut savoir aussi quel est le comportement de notre chien en présence d'enfants. Est-ce que l'animal va avoir tendance à sauter? Est-ce qu'il est respectueux? Est-ce qu'il veut leur licher le visage? Est-ce qu'il est plutôt craintif? Comment il réagit si un animal, si un enfant, plutôt et non un animal, comment il réagit si un enfant arrive rapidement vers lui? Très important. Ensuite, on veut aussi savoir quel est le comportement de votre animal en présence de d'autres animaux de même espèce ou non. Donc, est-ce qu'il est réactif? Est-ce qu'il va être frustré en laisse parce qu'il a trop envie d'aller voir tout le monde? Est-ce qu'il va être capable de rester connecté avec vous ou il va être complètement distrait? Euh, c'est quoi les comportements que notre chien adopte en général? Qu'est-ce qu'il aime ou non? Qu'est-ce qu'il sait faire? Donc, là, on pourrait dire, ah, ben là, le chien est habitué d'être sur un coussin, par exemple, pour revenir au calme. Euh, Mon chien aime pas, par exemple, se faire toucher les pattes, des choses comme ça. Et autres informations importantes. OK? Donc, si éventuellement vous pensez créer une banque de chiens, ben, c'est des outils que je vous invite fortement à consulter qui pourront vous aiguiller sur comment sélectionner les chiens et surtout sur tout ce qui est entente avec le propriétaire du chien parce que c'est sûr que on ne sait jamais les risques qui pourraient arriver. Donc, on veut que tous les parties impliquées soient mises au courant et s'entendent avant de débuter l'intervention comme ça va être ça va être le mieux pour tout le monde, puis on pourrait éviter là, de nombreux conflits ou problèmes. Quand c'est clair, souvent, ça aide beaucoup. Arrêtez. Alors voilà, c'est ce qui termine la deuxième partie des notes de cours. Donc, si vous avez des questions, on va pouvoir en reparler là, ensemble lors de la fin de semaine de cours en ligne. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bye!